Hello, hello, bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître ma passion, mon job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. Tu le sais sûrement si ça fait un petit moment que tu me suis par ici. La résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter des chocs traumatiques, est un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'ai d'ailleurs créé un second podcast, Page le podcast, dédié à des témoignages sur ce thème. Et aujourd'hui, je décide de te proposer un format un petit peu différent de d'habitude, puisque tu ne vas pas écouter une conversation, mais un témoignage. Le témoignage émouvant d'une amie, Maëva, qui, pour son jeune âge de 25 ans, a déjà surmonté un certain nombre d'épreuves. Alors, dans cet épisode, elle ne peut pas tout dire, mais elle a décidé de nous partager quelques-unes de ses épreuves et de nous raconter comment elle s'en est sortie et ce qu'elle en a fait. Puisque si aujourd'hui, elle peut vivre sa vie professionnelle passionnante, eh bien, tu verras que c'est aussi grâce à sa résilience et à sa capacité à se relever de toutes ces épreuves, puisqu'elle n'aurait pas pu accéder à cette vie professionnelle actuelle il y a seulement quelques années. Mais je ne t'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Je m'appelle Maëva Chénaud, j'ai 25 ans, je vis entre Nancy et Paris. J'ai repris mes études en événementiel depuis 1 an et en ce moment je suis en stage à l'hôtel Marois en tant que chargée de projet. Pour moi, la résilience, alors déjà je trouve que c'est un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps et je dirais que c'est un peu la façon dont on s'approprie notre vécu, nos traumatismes et c'est la manière dont on s'en sert aussi pour rebondir, comment on s'accommode finalement à ce que l'on peut subir comme événement pas très cool, en décidant un peu de voilà, les événements qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut quand même agir sur les conséquences que ça va avoir sur nous et ce qu'on en fait par la suite. Alors, l'acceptation, ça fait partie un peu du chemin de la résilience, oui, je pense. Hem, mais ouais, je vois ça vraiment, comme, au final, quelque chose qui a pu, nous mettre, à l'épreuve, voire par terre, très clairement. Et comment finalement on arrive à reprendre le contrôle de ce qu'on a subi pour choisir comment on va transformer ça, pour que ça nous serve comme une force finalement. Alors pour ma part, parmi les épreuves que j'ai pu traverser, il y a eu l'année de mes 18 ans, entre 2015 et 2016, où il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ça a commencé fin août 2015, je me suis fait renverser par une voiture dans Paris avec une copine. Heu, le feu était vert pour les piétons et en fait une voiture a déboulé de nulle part très vite. À la suite de ça, en fait, j'ai eu un trauma crânien et ma copine est restée inconsciente, longtemps. Elle a perdu toutes ses dents de devant carrément. Je dirais que ce qui m'a marqué le plus de cet accident, c'est à quel point ça va hyper vite. À quel point vraiment on était en train de rigoler, en traversant et la seconde d'après, je me suis, relevée de voilà, de sur le sol et juste on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi?» C'est vraiment en 1 seconde, tu te fais happer comme ça un peu par la vie, et puis voilà et puis il y a aussi, ce qui m'est resté longtemps en tête, c'est le trauma de voir, bah, ma pote qui était complètement inconsciente, pleine de sang, bon en fait, heureusement que le fait qu'elle soit pleine de sang, c'était lié, voilà, au fait que, bah, c'était les dents de devant qui ont pris, donc son visage est ensanglanté à cause de ça, mais voilà, il y a cette image-là qui m'est restée quand même, très longtemps. À peine 2 mois après ça, donc alors que j'étais, tranquille chez moi, je venais d'emménager à Nice pour mes études, donc je vivais seule.
D'un coup, je m'écroule par terre, alors que vraiment tout allait parfaitement bien, aucun symptôme, voilà, il y avait même un pote qui arrivait chez moi et justement, c'est un peu ça qui m'a sauvée, c'est que du coup, il a appelé les pompiers. En fait, j'étais en train de faire une hémorragie interne, donc j'avais, 2 litres de sang dans le ventre, donc j'étais opérée d'urgence, et c'était assez traumatisant parce que, bah, les médecins donc, ils étaient là, pour me sauver la vie, mais du coup, c'est vrai qu'il y avait pas du tout, le côté humain, en fait. Ils avaient pas le temps de m'expliquer quoi que ce soit. Ils avaient pas le temps de me dire: «Voilà, on va vous faire ci, on va vous faire ça». J'entendais juste qu'ils étaient en train de crier, «Oui, on est en train de la perdre» et tout ça. On entend ces mots-là, mais en fait, on se sent un peu comme un bout de viande. On comprend pas ce qui se passe. Donc et les médecins m'ont dit qu'effectivement, en fait, je serais arrivée ne serait-ce qu'1 heure, plus tard, ils auraient pas pu me sauver. Donc au final, ils ont très bien agi. Et puis, pour finir, voilà, comme, la meuf, elle a assez bien la poisse quand même. Quelques mois après, j'ai fait partie, des victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. C'est mon compagnon de l'époque qui m'a sauvée, en fait. Et puis, là aussi, vraiment ce qui m'a marquée, un peu comme, là, ces 2 accidents, c'est comme tout va si vite. Moi, j'habitais, vraiment la rue derrière la prom et voilà, il y avait le feu d'artifice et je me suis dit: «Bon, bah, on va sortir 10 minutes voir le feu d'artifice, quand même, quoi». C'est un peu con d'habiter, juste à côté et puis de pas aller le voir. J'ai même pas pris mon sac à main carrément parce que, voilà, si j'y allais juste histoire de 10 minutes et en fin de compte, quand on part 10 minutes de chez soi, comme si on allait chercher le pain, comme si enfin, jamais on se dit: «Mais on va vivre, une soirée, de l'horreur comme ça et peut-être qu'on va jamais rentrer chez soi», quoi, finalement. Hem, donc c'est vraiment ça, en fait, c'est de se dire: «C'est un mauvais endroit, la mauvaise seconde» et même si tout ça, on l'entend, quoi, j'invente rien, c'est pas moi qui sors ce genre de choses pour la première fois, mais quand on le vit vraiment et puis plusieurs fois d'affilée, c'est assez fou quand même et on se rend jamais assez compte de ça finalement et en même temps, je dirais presque heureusement, parce qu'on aurait vite fait de sombrer dans la paranoïa quand même. Après cette soirée de l'horreur, je pensais que concrètement, je pensais que ma vie serait foutue, que je me remettrais jamais de ces images, de tout ça. Parce que je me disais qu'un humain, en fait, quand il subit peut-être trop de traumatismes, ben, il se fait forcément envahir par ses névroses, quoi. Et je me sentais complètement vide, je sentais une atmosphère un peu glauque vu que j'avais été aussi proche de la mort en très peu de temps et je ressentais comme si la mort me voulait, mais qu'elle jouait avec moi, enfin vraiment i voilà, un truc un peu glauque, quoi. Puis, à côté de ça, bah, il y a aussi toute la partie culpabilité parce que je revoyais tous les visages du soir de l'attentat. Hem, En fait, tous ceux qui étaient, derrière moi, sont décédés. Et et en fait, je pouvais pas m'empêcher d'être en vie alors que d'autres ne l'étaient pas, quoi. Et que ça se joue au final à juste un facteur chance et à là où j'étais positionnée, tout simplement, en fait. Et donc du coup, ben, je j'arrivais plus à sortir de chez moi, je me privais de toute vie et l'autre difficulté aussi, c'est au niveau professionnel parce que moi qui voulais bosser dans l'événementiel, ben et qui je bossais déjà un peu sur tous les congrès à Cannes et cetera, au Palais des Festivals, tout ça. Bah, en fait, ces projets n'étaient plus du tout envisageables. Je me sentais comme une morte vivante, enfin voilà quoi. Toute ma vie, avait entièrement changé et je me disais que voilà, que j'avais été trop abîmée, que c'était trop pour pouvoir être guérie et en même temps, j'avais un peu cette dualité de me dire: «Mais putain, tu te gâches la vie, d'autres à ta place auraient tout donné pour être encore vivants». Il y avait aussi un autre côté aussi, dont je me souviens vraiment là dans ces années-là, c'est, je supportais pas, la pitié en fait dans le regard des gens, quand, voilà, quand les gens apprenaient, voilà, que j'avais subi ça, même des inconnus. Il y avait toujours ce regard de pitié que je ne supportais pas et en même temps, il y a les gens ont une espèce de fascination, c'est pas tellement le mot fascination parce que mais c'est plus comme c'est un événement, voilà, qui nous choque tous, qui nous atteint tous, qu'on l'ait vécu ou pas, en fait, il y a ce petit truc un peu national qui fait que, ouais, ça fait un truc un peu déplacé où les gens sont un peu fascinés et cherchent à savoir: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu vas?» Et ils sont un petit peu intrusifs et ça, je sais que je le vivais, pas très bien, notamment quand j'étais, à l'hôpital, à la suite de l'attentat. J'ai détesté sortir de l'hôpital et être
attendue par des dizaines de journalistes qui me laissaient même pas passer pour retrouver ma famille parce qu'ils voulaient m'interroger et juste dans ces moments-là, on se dit: «Mais, l'humanité est quand même très, très étrange, quoi» et donc c'était ouais, vraiment ça, je me rappelle que cette espèce de fascination, je l'ai mal vécue et puis voilà, j'acceptais pas en fait le statut de victime. J'ai un tempérament qui a beaucoup de mal avec l'idée de subir, du coup, même encore actuellement en fait, même si ça fait longtemps que j'ai plus du tout de mal pour parler de ce genre de choses, même bien au contraire, ça fait partie de mon histoire, ça appartient au passé et bah, c'est quand même une épreuve pour moi d'en parler là, en fait. Donc c'est pas une difficulté sur un plan émotionnel, mais plus j'ai plus de difficultés à ce qu'on se dise: «Oh là là, la pauvre», et tout et je déteste ça, j'ai en fait, j'ai envie d'être associée à d'autres choses que ça et puis comme, voilà, je suis très exigeante envers moi-même et je suis assez impatiente, je supportais pas non plus le fait d'aller mal et de devoir attendre que le temps fasse son effet. Alors cette période, où je me sentais comme une morte vivante, elle m'a paru très longue. En fait, elle n'était pas tant que ça, finalement, quand on compare à toute une vie. Ça paraît très long effectivement parce que surtout quand on est justement un peu comme moi, où on est un peu exigeant avec soi-même et qu'on se donne pas tellement de bienveillance finalement. Chaque petite, victoire, voilà, où je reprenais un peu le contrôle de ma vie, où j'arrivais un petit peu à à progresser sur certaines choses dont j'étais pas capable, mettons quelques semaines avant, ça me paraissait, minime en fait, ça me paraissait ridicule, parce que je me souvenais de comment j'étais avant et du coup je me suis dit: «Mais c'est ridicule, là il faudrait que je sois contente d'avoir réussi à» enfin, voilà. Mais ça je sais que clairement, je me donnais pas assez de bienveillance, je me donnais pas assez de temps donc au final, je sais pas trop combien de temps ça a été parce que ça s'est fait vraiment petit à petit. J'ai pas eu de déclic où un jour j'allais mieux en fait. C'est vraiment c'est là où le temps il fait bien son truc, c'est qu'il fait en sorte qu'on se rende pas compte que les changements se fassent petit à petit et c'est dans la continuité de la vie en fait, que la vie elle reprend son souffle et heureusement quoi. Alors je pense que je m'en suis sortie parce que, j'avais envie de m'en sortir premièrement et ça paraît, bateau mais je pense que ça, c'est ce qui fait une bonne partie du boulot et dans n'importe quelle épreuve d'ailleurs. Parce que, même si tu es, au fond du fond, en fait, si tu as un soupçon de pulsion de vie, bah, ça finira toujours par prendre le dessus et après évidemment, ça prend du temps et pour pouvoir retourner, à une vie entre guillemets «normale», ben, voilà, comme je disais, j'y suis allée doucement, avec des petites victoires qui peuvent paraître bidons, comme aller faire des courses, monter dans un tram, hem, apprendre à être indulgente envers moi-même, ne pas avoir honte aussi de pas aller bien. Enfin, accepter ses faiblesses, quoi. Tout simplement. Ça a changé ma vie, ça c'est sûr. Ça restera toujours, voilà, une épreuve, qui a été très compliquée, enfin, même plusieurs épreuves du coup qui se sont accumulées, qui ont été très compliquées dans ma vie. C'est une année qui aura un souvenir toujours, compliqué pour moi, mais par contre, heu, ça m'a apporté aussi plein d'autres choses et ça a eu, ben, oui, ça a eu du positif, heu, clairement. Parce que même si je me sens, parfois un peu à part, dans le sens où, parce que pour une si petite vie, j'ai vécu, quand même des trucs un peu hors normes et je pense que, ça a contribué au fait que ça m'a rendue un petit peu sauvage. J'ai souvent besoin d'être un peu dans mon monde, me recentrer sur moi et tout et par contre, il est clair que ça m'a apporté aussi plus de sagesse. Pas grand chose me semble grave. Je me sens bien seule aussi, et puis plus j'ai grandi, plus je ressens que quelque part j'ai besoin de personne et c'est pas péjoratif, hein, je dis ça parce que, en fait, c'est juste que même si je doute beaucoup de moi, ben, en même temps, force a été de constater que je me suis pas mal, débrouillée pour me remettre de tout ça. Donc il y a un truc qui s'est instauré où en mode, bah, je me fais confiance un petit peu, heu
Et donc même si j'ai gagné en indépendance là-dessus, ça ne m'empêche pas d'aimer très, très fort les gens que j'aime, de donner tout ce que je peux, de partager des moments avec eux le plus possible parce qu'aussi je sais à quel point c'est précieux. Et aussi, j'ai retenu que quand on se voit crever, les seules choses qu'on a en tête, c'est les moments avec, nos proches. Donc hem, donc je fais notamment très attention à ça. Après, oui, ça a changé tout mon élan de vie. Moi, j'ai commencé à fumer très, très jeune, je fumais un paquet par jour. Après tout ça, j'ai arrêté de fumer, j'ai trié mes fréquentations. Je me suis entourée que de personnes, en fait, qui étaient bienveillantes. En fait, j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi, ce qui était pas forcément le cas avant, où j'étais un peu rock'n'roll, quoi, on va dire ça comme ça. Et hem et là, je me suis mise à faire beaucoup de sport, heu et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est le fait de voyager. J'ai fait pas mal de pays alors j'avoue qu'il y avait des fois où je me demandais si c'était pas un peu de la fuite et hem et en fait, après, je me suis dit, qu'après tout, si j'avais besoin de ça, voilà, c'était comme ça et c'est tout. Même si c'était de la fuite ou quoi, peu importe ce que c'était un peu mon instinct qui parlait, j'avais besoin de voyager et puis donc à mon retour, j'ai repris les études et je suis capable maintenant d'être dans des événements de 20 000 personnes sans souci. Alors qu'il y a quelques années, rien qu'être quelque part où il y avait une dizaine de personnes, c'était très, très, très compliqué. Donc au final, des années après, j'ai beaucoup de tendresse en fait pour cette, petite, Maëva d'à peine 18 ans, qui a dû faire face à tout ça, loin de sa famille, à Nice du coup et je me dis, au final oui, j'ai été vachement dure quoi. J'étais vachement, intransigeante envers moi-même alors que, en fait, cette tendresse que je ressens maintenant, hem, j'aurais dû, mmh, me soutenir en fait moi-même déjà avec ça et me donner cette bienveillance-là et hem et ça m'aurait aidée. Je pense que j'aurais été, une meilleure, un meilleur compagnon pour moi-même si j'avais cette tendresse que j'ai maintenant. Ce que je retiens dans ma vie, enfin s'il y a une chose qui m'aide vraiment dans la vie, c'est de savoir vraiment à quel point le temps, vraiment toujours le temps en fait, ça fait très, très bien son travail et du coup qu'il faut lui faire confiance et je pense que sans ces épreuves-là, je me laisserai moins porter par la vie. J'accepterai moins ce que je peux pas contrôler et encore une fois, c'est cliché, mais c'est tellement vrai, mais que vraiment tout est absolument temporaire et je pense qu'on se le dit jamais assez, mais chaque état est temporaire, tout et c'est vrai que je prends du coup toujours beaucoup de recul et alors oui, quand il m'arrive un sale truc, ça m'empêche évidemment pas de vivre la souffrance, hem ça immunise pas contre ça c'est sûr et en même temps, c'est la vie et la vie est faite pour, voilà, il faut se laisser ressentir, ce qui nous traverse mais simplement, je sais que en fait, cette souffrance que je peux ressentir, elle a de la légitimité qu'à l'instant T et que même dans les bas-fonds les plus profonds, hem, rien n'est définitif donc oui, alors d'un côté, chaque malheur est temporaire, mais chaque bonheur aussi et je pense que c'est un peu cette conscience de, la fragilité des bons moments, qui fait que je dirais, ouais, que je m'imprègne sûrement un peu plus fort de tout ce que je peux vivre de cool aussi. Alors, si je devais choisir une citation, hem, ce serait plutôt une chanson qui est très jolie, un peu nostalgique et en même temps, pleine de sagesse et hem et elle fait écho justement à ce que je pouvais ressentir et elle est très, très belle. C'est, des paroles de Benjamin Biolay et c'est chanté par Vanessa Paradis, ça s'appelle «La chanson des vieux cons». Je pense que vraiment, la chose, que j'apprends tous les jours, hem, c'est, heu et ça c'est un travail, hein, de toute façon de toute une vie, hein, mais je sens que voilà,
ça m'a vraiment aidée là-dessus et que ça joue encore tous les jours, c'est vraiment de me laisser vivre les choses de manière moins dramatique et de laisser beaucoup plus couler et au final de me dire j'ai beaucoup plus confiance et je me dis toujours: «Mais ça va aller, ça va aller». Même quand je vais prendre quelque chose de manière très impulsive parce que je suis quand même quelqu'un d'assez émotif. Voilà, il y a toujours une petite voix derrière et je pense que c'est un peu cette sagesse-là aussi, c'est de me dire: «Ça va aller quoi, ça va aller, tu vas t'en sortir et hem et la vie vaut le coup». Je pense que tu l'as compris à travers cet épisode. Maëva a réussi à puiser dans les épreuves qu'elle a vécues une véritable force. Une force qui l'amène à être la femme qu'elle est aujourd'hui et à savoir qu'elle pourra compter sur elle, quoi qu'il lui arrive dans l'avenir. C'est ça pour moi, le vrai sens de la résilience. Et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement fière de mon amie. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire, en échangeant avec nous. On sera ravis de discuter de la thématique avec toi. Et je te donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode Ma passion, mon job avec une nouvelle saison. En attendant, je te souhaite un très bel été. À très bientôt.